Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les pays du bassin du lac Tchad engagés dans la lutte contre Boko Haram se préparent à une sortie prochaine de l'état de guerre. Plusieurs localités ont été libérées ces derniers mois. En Côte d'Ivoire, la jeunesse est au centre de l'attention pour le référendum portant sur le projet de nouvelle constitution. Les moins de 35 ans représenteraient 77% de la population. L'Égypte rend hommage à l'ancien président Gamal Abdel Nasser. 46 ans après sa disparition, un musée de plus de 13 000 mètres carrés a été érigé en son honneur. Depuis 2015, les pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad ont décidé de mutualiser leurs actions dans une force multinationale mixte pour lutter contre Boko Haram. Une opération militaire lancée il y a 5 mois aurait permis la libération de plusieurs localités. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar. FMM, la force mixte multinationale, a connu un succès dans son combat contre le groupe terroriste Boko Haram. En réunion dans la capitale nigérienne, les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin ont annoncé le succès de l'opération Gamma Aiki de la FMM. L'opération qui avait pour objectif de détruire les bases de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Ce succès est dû à la bonne coordination entre les secteurs opérationnels de la force multinationale mixte et les forces nationales des différents pays. L'opération Gamma Aiki a permis la libération de plusieurs localités autrefois occupées par Boko Haram. La force mixte a également, selon le ministre nigérien de la Défense, désorganisé le flux logistique de l'organisation terroriste. Le groupe terroriste Boko Haram a fait beaucoup de victimes ces 3 dernières années parmi les membres des forces de défense et de sécurité et les paisibles citoyens des pays membres de la CBLT. Les actes barbares et criminels de ce groupe ont également eu un impact négatif sur les activités socio-économiques de la sous-région. Mais depuis le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT tenu à Abuja le 11 juin 2015, qui a insufflé une dynamique nouvelle à la force mixte multinationale, des résultats appréciables ont été enregistrés dans la lutte globale contre Boko Haram. Ce succès de la force mixte multinationale intervient alors qu'au Nigeria, 21 lycéens de Chibok faisant partie du groupe de 270 jeunes filles enlevées dans le nord-est du pays en avril 2014 par les islamistes de Boko Haram ont été libérés. La 3e édition du Rebranding Africa Forum s'est poursuivie ce vendredi 14 octobre à Bruxelles, en Belgique, autour du thème « Relever le défi de l'industrialisation de l'Afrique ». Cette année, le Burkina Faso est le pays à l'honneur de cette plateforme de rencontres et d'échanges pour les investisseurs et décideurs politiques du monde entier. Plus de précisions avec l'un de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Marie-Angèle Touré. Je me trouve en compagnie de Bintou Diallo, directrice générale de l'agence de promotion des investissements du Burkina Faso. Vous participez au Rebranding Africa Forum. Le Burkina Faso est mis à l'honneur cette année. Quels bénéfices peut en tirer votre pays ? Mais tous les bénéfices pour un pays qui sort d'une situation difficile, qui se reconstruit. Burkina is back, comme vous entendez depuis hier. Et donc nous espérons simplement que les investisseurs au niveau de l'Union européenne nous accompagneront dans notre renaissance, on va dire. Et vous avez le sentiment qu'il y a une dynamique justement d'accompagnement du Burkina Faso ou un entrain particulier vis-à-vis du Burkina Faso ? Absolument. Je pense qu'en ce moment nous jouissons quand même d'une bonne réputation. L'histoire a fait que le Burkina, les gens ont repris confiance dans le Burkina Faso et puis nous avançons. Lorsqu'on promeut le Burkina Faso, qu'est-ce qu'on met en avant ? On met en avant l'image d'un pays stable, l'image d'un pays qui sort d'une situation difficile, qui a su surmonter ces épreuves-là, qui se reconstruit, qui a fait des élections démocratiques transparentes, approuvées par tous. Voilà, donc c'est l'image en tout cas d'un pays fortifié. Est-ce que vous avez le sentiment que le climat des affaires actuel est donc favorable aux investissements ? Le climat est favorable parce que, en fait,
je ne dirais pas on recommence à zéro. On continue et nous avons fortement amélioré le climat des affaires. Et avec le nouveau programme national de développement économique et social, nous allons mettre en place de nouvelles mesures incitatives pour encourager les gens à venir investir au Burkina Faso. Un programme qui s'étend de 2016 à 2020. Et pour terminer, dites-nous, le Burkina Faso, où est-ce qu'il faut investir pour en tirer bénéfice? Dans quel domaine? 5 secteurs prioritaires. L'agriculture et l'agrobusiness, les mines énergie, les infrastructures et les transports, santé et éducation et tourisme hôtellerie. Ce sont nos 5 secteurs prioritaires. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ce sont les 5 prioritaires pour le gouvernement pour l'instant. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc Bintou Diallo, la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements du Burkina Faso, dans le cadre du Rebranding Africa Forum, édition 2016. Merci André. En Côte d'Ivoire, l'avant-projet de nouvelle constitution a été adopté par l'Assemblée nationale à près de 96% des votes. Le gouvernement espère désormais une mobilisation de la jeunesse du pays pour une participation massive au référendum prévu à la fin du mois d'octobre. Corinne Kamdem. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté mardi 11 octobre le projet de réforme de la Constitution porté par le président Alassane Ouattara. Avec 239 voix sur un total de 249 votants, la grande majorité des votants se sont prononcés en faveur du texte qui sera soumis à un référendum fin octobre. À cet effet, le gouvernement a mis en place des dispositifs pour garantir la participation massive des jeunes qui constituent 36% de la population ivoirienne. Déjà, les jeunes ont prévu, en tout cas ceux du RHDP, demain samedi, faire un grand rassemblement à Yopougon pour se positionner clairement en faveur donc, de cette campagne référendaire et appeler donc, à un vote massif. Et bien évidemment, les 2 prochaines semaines, différentes stratégies concertées seront mises en œuvre en rapport avec les différentes entités et nous ferons en sorte que justement ce grand rendez-vous de notre histoire soit sur le rendez-vous de la jeunesse. Parce que, je le rappelle, cette nouvelle constitution prévoit un certain nombre de dispositifs qui renforcent les droits des jeunes, droit à l'épanouissement, droit à la promotion, droit à l'emploi. Et ces éléments devaient permettre à la jeunesse de se mobiliser pour cette nouvelle constitution. Avec cette nouvelle constitution, le gouvernement ivoirien entend mettre en avant la jeunesse ivoirienne grâce à un rajeunissement de la classe politique. Une jeunesse qui, dans la conjoncture actuelle du pays, fait face à de nombreux challenges, notamment celui du chômage. Ce que les statistiques démontrent, c'est que dans nos États, notamment en Côte d'Ivoire, le taux de chômage est relativement bas. Mais ce taux de chômage, et je le concède, cache une autre réalité, c'est la précarité dans laquelle les jeunes se trouvent. Le gouvernement ivoirien, depuis bientôt 4 ans, met en place un certain nombre de dispositifs justement pour inverser cette situation. Nous avons pu, lors du premier mandat, créer 2 millions d'emplois, mais c'est insuffisant par rapport donc aux attentes des jeunes. Vous savez que nous avons 36% de la population qui a entre 15 et 35 ans, ce qui représente à peu près 8 à 9 millions de personnes. Donc créer 2 millions d'emplois, c'est beaucoup dans le contexte actuel mondial, mais c'est insuffisant par rapport donc au nombre de jeunes qui sont en attente. Le plus important, c'est d'apporter des réponses aux préoccupations de ces jeunes. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la nouvelle constitution donne des droits à ces jeunes, des obligations au niveau donc de l'État, des collectivités territoriales, et les jeunes ont aujourd'hui, à travers cette constitution, des droits opposables donc à l'État, aux collectivités territoriales, relativement à leur épanouissement et à leur évolution. Pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, ce projet de réforme de la Constitution vise à rétablir une stabilité structurelle et durable en Côte d'Ivoire et tourner la page des crises qui jusqu'ici ont sérieusement perturbé le pays. En Algérie, le ministère de la Défense a annoncé jeudi 13 octobre avoir éliminé Habesh Sadek, un émir d'une filiale de Daesh. C'était lors d'une opération menée dans l'est du pays. En Égypte, l'ancienne résidence du président Gamal Abdel Nasser, disparu en 1970, a été érigée en musée. Une galerie qui retrace la vie du leader, mais aussi une importante tranche de l'histoire de l'Égypte et du monde arabe. Habib Faye. En Égypte, la maison de Gamal Abdel Nasser Hussein devient un musée qui porte désormais son nom. Transformé d'abord en bureau pour les employés de la présidence jusqu'en 2008, la villa de 2 étages de l'ancien président égyptien, située à Héliopolis au Caire, a ouvert ses portes au public à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de sa mort. Objectif,
relatait la vie de Nasser, ses luttes, les événements historiques importants au cours de sa présidence, une partie importante de l'histoire contemporaine de l'Égypte. Immédiatement après le décès du leader en 1970, la nation égyptienne a exigé un musée en son honneur. Donc le meilleur endroit, c'était la maison où il vivait. Nous y sommes en ce moment. Nasser a vécu ici de 1952 jusqu'au jour de son décès en 1970. Mais le reste de sa famille est resté dans la maison, y compris sa défunte femme Taya Kazem, qui a vécu jusqu'en 1992. C'est pourquoi cette maison n'a pas été transformée en musée. Considérée comme une icône par l'Égypte et les pays de la région, la maison de ce leader arabe, Gamal Abdel Nasser, devenue musée, est divisée en 3 chambres, dont l'une contient ses effets personnels. Bien sûr que la valeur d'une maison se reconnaît par les personnes qui y vivent et travaillent. En outre, le défunt leader Gamal Abdel Nasser était une personne importante d'une grande valeur pour la nation égyptienne et tout le monde le sait. Les gens attendaient patiemment que ce musée soit érigé. Maintenant, il est considéré comme un musée national. L'ancienne maison du lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte de 1956 jusqu'à sa mort en 1970, a été transformée en musée grâce aux travaux entamés depuis 2010 par le secteur des beaux-arts du ministère égyptien de la Culture. En rappel, ce musée est le seul et premier du genre dans le pays des pharaons dédié à un président. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.